Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis trop content de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode du dimanche. Aujourd'hui, c'est une capsule solo. Nous allons approfondir un sujet et notamment en immobilier. Comment vérifier la rentabilité de son projet immobilier. Et pour tout te dire, je suis replongé un petit peu dans les archives de rien, parce que je réfléchissais un petit peu au sujet aujourd'hui. Et donc, je suis retourné à la genèse du podcast. Donc, pour rappel, nous l'avons lancé le 9 octobre 2025. Et effectivement, au tout début, j'avais entamé un petit peu des épisodes qui suivaient un parcours d'investisseur IMO. Et donc, j'ai ce fameux épisode qui est l'épisode de numéro 4, où je te disais comment bien analyser une annonce immobilière sans te planter, notamment sur Le Bon Coin, mais aussi valable pour d'autres plateformes. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Il y a beaucoup d'amis qui me sollicitent et me demandent en disant: «Voilà, moi j'aimerais bien investir dans l'IMO, toi tu l'as déjà fait, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que c'est le bon moment? Comment y arriver?» Et c'est vrai qu'il y a souvent un certain nombre de freins, d'étapes, qui gênent les gens, pour y aller. Donc moi, l'idée, c'était de reprendre un petit peu, à la base, ce parcours vraiment, from scratch, en partant de rien et de dire, bah, voilà, des recherches aux critères qu'on doit vérifier en avançant étape par étape. On se fait le parcours au global pour que tu aies vraiment, en conditions, réelles, si j'ose dire, le parcours d'un investisseur. Et donc dans les différents épisodes auxquels j'ai réfléchi, il y avait forcément, le côté rentabilité qui est hyper important, c'est le nerf de la guerre, c'est, l'argent puisque là, on est bien dans le cadre d'un investissement immobilier locatif. Et puis, il y a peut-être d'autres épisodes qui pourront émerger, notamment comment bien sélectionner le lieu. Ça, c'est vrai que c'est un vrai débat et qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. Enfin, voilà, j'ai listé, quelques autres sujets et puis, j'ai aussi, l'idée de faire, des épisodes en collaboration avec, des agences immobilières. Donc d'ailleurs, si tu écoutes et que tu es intéressé pour participer au projet, n'hésite pas à me contacter. Mais voilà, je trouve que c'était très sympa peut-être de faire un épisode un peu micro-trottoir où on va directement faire une visite de bien, voir un petit peu ce qu'on regarde pendant la visite d'un bien. Ça peut être une rencontre avec les agences immo aussi, de voir comment ça se passe, les différentes étapes, la négo. Enfin voilà, il y a plein de sujets autour de ça. Donc ça serait très très cool. Je vais charbonner pour essayer de te trouver ça. Et donc pour revenir à nos moutons, eh bien aujourd'hui on sort la carte emoji immobilier puisqu'on parle de comment vérifier la rentabilité de ton projet en investissement locatif. En fait, tu verras, il y a plein forcément de notions chiffrées qu'on doit connaître et notamment des formules pour checker ça, si j'ose dire. Et donc, la première, qui est la plus connue, c'est en fait, on va vérifier tout simplement dans les grandes lignes la rentabilité brute. Alors pourquoi elle est connue? Tout simplement parce qu'en fait, elle est assez simple à faire. C'est-à-dire que, tu vas, prendre le prix du bien, d'accord? Ça, c'est assez simple, c'est la donnée que tu as, sur, Le Bon Coin finalement, voilà le prix global, du bien. On ne pas oublier les frais de notaire et cetera, mais bon, tu prends ton prix du bien et puis, l'estimation de loyer que tu vas faire, c'est-à-dire: «OK, ce bien-là, par rapport à ce que je constate en fait sur Le Bon Coin, pour même emplacement, même surface, même typologie, voilà, meublé, pas meublé», voilà, tu prends vraiment quelque chose le plus comparable possible et le plus neutre possible en termes de comparaison. Tu vas avoir une estimation de loyer. Et donc ce loyer, qui est plutôt mensuel, tu vas le multiplier par 12 pour avoir ton estimation de loyer annuel. Une fois que tu as ton, loyer annuel, tout simplement, tu vas le diviser, donc en fait, ce que ça te rapporte, hein, chaque année, et ben ça, tu vas le diviser par ton prix du bien, le tout multiplié par 100 pour que ça te fasse un pourcentage. Et là, tu as tout simplement ta rentabilité brute. Donc tu vois, c'est assez simple. Tu as, finalement, 2 données, à capter. Une fois que tu as ces 2 données-là, ça permet déjà de voir dans les grandes lignes une tendance et quelque chose. Et donc je te prends un exemple, si ton bien il fait 150 000 €, tu as un loyer estimé à 750 € mensuel, et bien tu multiplies 750 par 12, ça te fait 9 000 € par an. Si tu prends ces 9 000 € divisé par les 150 000 que tu remultiplies par 100, tu devrais trouver 6 de rentabilité brute. Et donc, faire attention, c'est de se dire: «Qu'est-ce que je vise?» C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des possibilités avec des hauts rendements. Généralement, ça veut dire aussi plus de risques, soit, dans des, plus petites villes, donc avec des vacances qui peuvent être, arrivées et soit dans des colocations, voilà, dans des choses atypiques. En tout cas, généralement, à notre époque, pardon, des taux de rendement qui vont dépasser, les 8 voire les 10 voire plus, ont forcément des risques et sont forcément sur des projets plus complexe. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, alors même si ça oscille beaucoup entre les villes, on est déjà, c'est un projet entre 4 et 8
c'est quand même assez sympa. Encore une fois, je moyennise grandement, ça dépend vraiment des villes, de plein de choses, de plein de critères. Mais moi, c'est ce que je constate, sur Rouen et tu peux essayer de le constater toi en faisant tes propres calculs. Alors le grand problème avec ce calcul, c'est qu'il ne comprend absolument pas tous les coûts, inhérents qui vont suivre et donc les coûts, voilà, les charges si on peut dire, qui vont suivre derrière pendant la vie de ton logement et ta vie tout court. Et donc ça ne comprend pas, bah, les charges, donc charges de copropriété par exemple, les, travaux, ça ne comprend pas, la fiscalité qui va venir après, dans la gestion de ce bien et puis ça ne comprend pas, on en parlait, les vacances locatives. Tu peux avoir un bien, qui est un petit peu désaxé, dans une ville à plus petite échelle. Sur le papier, un super rendement parce que tu ne vas pas payer cher les mètres carrés sur cette ville. Tu vas ne pas donc pas payer très cher ton bien. Pour autant, il n'y a pas beaucoup de demandes, donc tu vas le louer très bien. Oui, OK, sauf qu'il faut qu'il y ait, des gens qui acceptent de louer en face et donc si, il est vide pendant, la moitié de l'année ou pendant plusieurs, mois, eh bien ça va te poser problème pour rentabiliser correctement ton bien. Donc très rapidement, un gros, red flag sur ce calcul, il est bien pour se situer, pour avoir des grandes lignes, mais, il ne doit pas du tout être pris en compte seul. C'est même, un peu trompeur si tu le prends en données seul. Je vais te faire une grosse analogie, un peu caricaturale et vulgarisante, mais, c'est, le même rapport qu'avec ton salaire brut et ton salaire net. Si tu regardes en fait le salaire brut, bah, tu es content, tu as une belle somme. Sauf que derrière, bah, il va y avoir énormément de choses qui vont passer, tes tickets restaurant, tes cotisations et cetera et ce que tu touches vraiment dans ta poche, c'est bien ton salaire net, dans lequel tu as une certaine décote par rapport au brut. Et bien là, pour l'immobilier, c'est exactement pareil. Si tu regardes ta rentabilité brute, mais que tu fais pas gaffe à tous les différents coûts, peut-être que tes coûts vont déborder et même que ton projet, tu vas devoir refaire un effort, de ta poche, d'investissement, que tu vas mettre tous les mois en plus parce que tu auras mal, calculé ton coût et les différents coûts inhérents. Alors attention. Alors pour se pallier en fait, à ce calcul qui est un petit peu trop, dans les gros traits, on va dire, tu as une solution simple pour y remédier, c'est que tu as calculé ce qu'on appelle ta rentabilité nette. Et là, en fait, tu vas faire la même chose, c'est toujours le loyer annuel pardon, sur le prix du bien, sauf qu'en haut, tu vas retirer tout ce qu'on vient de dire, les charges. Donc dans ta formule, même chose, tu vas juste faire ton loyer annuel, tu vas y soustraire tout de suite toutes tes charges. En fait, j'ai, une source de revenus qui rentre, j'enlève tout de suite tout ce qui va sortir, débit crédit, hein, de ma ligne et puis je vais rediviser ça sur le prix du bien que je vais remultiplier à la fin par 100 et cette fois-ci, j'ai une rentabilité nette un peu plus précise. Donc en fait, à ça, tu vas enlever, hein, toutes les charges, diverses et variées non récupérables, de copro, d'entretien, de travaux, d'assurance, de gestion. Il y en a plein, on ne va pas les lister de manière exhaustive, mais voilà, tout ce qui pourrait te coûter à travers ce bien, finalement. Et là, on va commencer à voir un petit peu plus la réalité des choses. Après, il y a un calcul qui est beaucoup moins connu et beaucoup moins utilisé, qui peut être hyper intéressant vraiment en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que là, les premiers calculs, c'est vraiment pour vérifier, voilà, est-ce que mon projet, quelque part, il est rentable? Est-ce que je vais, gagner ou perdre de l'argent par rapport au prix, du bien? Ce qui peut être intéressant, c'est par rapport à moi, l'argent que je vais avancer, l'apport que je vais mettre, quelle rentabilité, je vais gagner. En fait, tout simplement, c'est très intéressant quand tu vas le comparer, en termes de diversification à d'autres actifs, à d'autres investissements. Voilà, si tu veux le comparer par exemple à un rendement en bourse ou autre chose, eh bien c'est hyper intéressant parce que, ton projet, il peut être très bien, rentable avec au bout une belle valeur nette. Néanmoins, si tu as mis beaucoup d'apports, bah, en fait, le rendement il peut être pourri, en fait. Donc la rentabilité net, c'est le prochain calcul qu'on va voir, c'est, à peu près les mêmes données. Tu reprends les loyers, donc le loyer annuel en l'occurrence, tu y soustrais les charges, les impôts pour être au plus près de la vérité sur ce qui en ressort et cette fois-ci, au lieu de diviser par le prix du bien, tu vas diviser par l'apport que tu as fait en argent pour le projet. Donc l'apport de si tu as fait un crédit d'ailleurs ou si tu as versé la totalité du prix du bien et tu multiplies tout ça par 100 et donc là, l'avantage, c'est que tu y ajoutes la fiscalité et aussi, bah, la stratégie que tu fais par rapport au fait que tu mettes beaucoup ou peu d'apports. L'intéressant là-dedans, c'est forcément dans un projet immobilier, bah, le fait que tu mettes peu d'argent et que tu vas en récupérer pas mal par la suite puisque tu fais appel à ce qu'on appelle au levier bancaire. Donc en fait, la banque va te mettre à disposition, pardon, de l'argent
qui ne t'appartient pas, bah, c'est très cool parce qu'en fait, tu as très, très peu d'investissement où tu peux, tout de suite mettre une grosse somme avec de l'argent qui ne t'appartient pas. Les banques vont pas te prêter pour poser de l'argent en bourse, par exemple. Dernière notion que tu entends sûrement parler énormément sur les réseaux, c'est la notion de cash flow. Et là, c'est super intéressant puisque en fait, les calculs que je t'ai présentés avant, notamment la rentabilité brute et la rentabilité nette, pardon, elle est mise en relation finalement avec le prix du bien, combien tu payes le bien. Voilà. Le cash flow, lui, il va juste en fait mettre de côté le prix du bien, puisqu'en fait, le cash flow, c'est le loyer moins le crédit, les charges et les impôts. Donc, c'est vraiment encore une fois une notion de combien ça va me rapporter à la fin quand on met en relation le loyer et toutes les charges. Par contre, on ne prend pas en considération le prix du bien. Donc, on vérifie juste si on gagne de l'argent par rapport en fait, au cycle courant, c'est-à-dire une fois que tu vas avoir lancé ton projet, que tes loyers vont tomber, tes premiers loyers vont tomber et que tu vas devoir payer en face bah, le remboursement potentiel de ton crédit et les différentes charges. Est-ce que ton projet va faire ressortir un solde positif? Donc, est-ce que tu as récupéré un peu d'argent ou est-ce qu'à l'inverse, tu vas être neutre, ce qui est déjà pas mal, hein, tu vas faire ce qu'on appelle une opération blanche. Le projet tourne tout seul, il permet de rentabiliser l'intégralité des sommes, mais voilà, tu ne gagnes pas en supplément. Et à l'inverse, il y a des projets, ceux qui sont peut-être moins calculés ou parce qu'il y a des aléas que tu n'avais pas prévus, hein, des travaux, des choses comme ça, beaucoup de choses à faire par exemple dans la copro, et bien là, tu vas peut-être être en solde négatif et devoir remettre un petit peu au pot. Et là, ça commence à être embêtant, c'est de ça dont il faut se méfier. Pour te donner un exemple très simple, je reprends mes notes. Donc, j'avais fait un loyer à peu près de 750 euros. Tu as un crédit à rembourser de 600 euros. Tu as des charges à verser de 100 euros. Imaginons que sur les impôts, tu as 50 euros. Alors, tu l'as compris, vu les montants, je parle bien mensuellement. Eh bien, par rapport à ça, vu que ton loyer est de 750 euros et que tu additionnes crédit, charges, impôts, 750 euros aussi de l'autre côté, tu tombes pile à zéro. Donc là, tu es sur une opération entre guillemets nulle. Et donc, encore une fois, on parle bien de la notion solde positif, négatif à la fin de ce calcul pour se positionner. Donc, je me répète, mais il y a quand même des éléments qu'il ne faut jamais oublier. Tu as notamment tout ce qui est charges cachées, la vacance locative. Est-ce que tu es sûr que ton bien va être loué toute l'année? Moi, ça m'arrive régulièrement que les étudiants, encore cette année, partent fin avril. Et donc, en fait, j'ai une vacance entre mai, juin, juillet, souvent août, 4 mois que j'arrive à combler soit par du Airbnb, soit en coup de grosse chance de retrouver un étudiant à l'année, mais c'est jamais évident. Ils ont de plus en plus de spécialités dans des villes différentes, donc c'est très dur d'avoir des étudiants qui restent 2, 3 ans. Souvent, ils bougent, souvent aussi leur rythme de vie évolue. Ils se trouvent en fait des conjoints, des conjointes, donc ils ont envie d'aller dans plus grand et c'est tout naturel. Toujours est-il qu'il faut le comprendre dans ton calcul. Tu as forcément tous les travaux imprévus et notamment quand tu es dans une grosse copropriété, tu ne maîtrises pas forcément tout ce qui se passe. Donc il faut faire attention à ça parce que moi j'ai pu avoir quelques factures bah, qui étaient forcément malvenues, mais en tout cas qui n'étaient pas comprises dans les calculs. Tu as aussi, derrière, c'est le turnover des locataires. Alors, on parlait de vacances, c'est un petit peu lié finalement, mais en fait, quand tu as du turnover, bah, peut-être que tu vas avoir des petits travaux, donc tu ne vas pas pouvoir relouer le bien tout de suite, voire tu vas devoir engager un petit peu d'argent. Voilà, il y a différents coûts aussi indirects à tout ça, qui fait que, bah, si tu as un turnover fréquent, moi c'est le cas, hein, je change quasiment tous les ans de locataire, pourtant je fais le max pour les fidéliser, eh bien, ça c'est quelque chose qui peut arriver. Voilà, après forcément si tu veux louer en meublé, il faut que tu comprennes aussi tout le prix, des équipements, de l'ameublement. Si tu veux faire du Airbnb, bah, il faut prévoir un budget supplémentaire pour équiper, selon les attendus, du moment, bah, ton bien, hein, vraiment dans le détail jusqu'à aller mettre, les épices, les différents condiments, que les autres s'attendent à avoir. Peut-être même, un wifi. En fait maintenant Airbnb, c'est quasiment une dette où on attend le wifi et bien quand tu loues à des étudiants, tu ne mets pas forcément un Wi-Fi intégré. Là, en Airbnb, tu seras obligé et donc c'est un coût, un forfait mensuel à ajouter auquel tu n'avais pas forcément pensé. Bien évidemment, dans les calculs bruts, on ne comprend que très rarement, la fiscalité. Donc ça, c'est un élément hyper important à prendre en compte puisque, selon comment tu vas louer, va impacter, tes impôts derrière. Moi, j'avais fait le choix de louer en NNP puisque c'était assez intéressant. D'ailleurs, le fait de louer en meublé permet généralement de louer un petit peu plus haut et de placer ton loyer un petit peu plus haut. Et surtout, aujourd'hui, le NNP est hyper intéressant, enfin en tout cas quand moi je l'ai fait, pardon, est hyper intéressant pour amortir en fait un certain nombre de choses, notamment tes
intérêts d'emprunt. Néanmoins, on sait que c'est une niche fiscale dans l'immobilier qui est mise en péril chaque année. D'ailleurs, il y a eu quelques modifications récemment et il y en aura encore puisque ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps. Alors, il y en a encore peut-être, d'ailleurs, j'ai pas de boule de cristal. Toujours est-il qu'il faut être agile, c'est pour ça qu'il faut aussi bien choisir son bien. Si tu prends un bien, je sais pas, en coloc, peut-être pouvoir le basculer demain en LNP. En LNP classique, longue durée, peut-être pouvoir le basculer en Airbnb. Voilà, avoir plutôt, je pense, un bien hybride et surtout en tant qu'investisseur, rester agile pour pouvoir changer un petit peu de stratégie si les critères et les contraintes fiscales et gouvernementales te l'imposent. Alors pour les puristes de l'immobilier, un terme que tu ne trouves pas souvent mais qui est hyper intéressant et qui est connu pour les spécialistes comme un petit peu le métronome en termes de calcul, c'est le TRI, le taux de rendement interne. En fait, lui, l'avantage, donc je ne te présenterai pas la formule parce qu'elle est beaucoup plus complexe que les autres, mais grosso modo, l'avantage, c'est que lui, il prend tous les éléments qu'on vient de dire en compte, donc il est beaucoup plus précis et surtout, il prend en fait la notion de temps, voilà, ton horizon à 10, 15, 20, 5 ans, et cetera, et il le fait de manière annuelle. Si, tu peux le placer chaque année pour regarder le TRI, donc c'est quand même très intéressant, mais au début, je te conseille vraiment de te concentrer sur les premières formules qu'on a dit. Le brut peut-être pour aller à la va-vite, déjà avoir un ordre d'idée. Quand tu sens que le projet il a une rentabilité brute assez intéressante, tu peux venir affiner avec du net et du net-net. Ça permet quand même de bien se positionner et c'est déjà amplement suffisant à mon sens. Je te donne une petite astuce. Moi, j'avais trouvé à l'époque une calculette aussi de calcul. En fait, tu as des calculettes qui sont très bien faites. Moi, j'en avais trouvé une sur mon smartphone. À l'époque, c'était mon Huawei. Je l'ai perdu. Il faudrait que je la retrouve parce que j'ai changé de téléphone depuis. Mais grosso modo, c'était un espèce de site, mais via une appli, via un site. L'avantage, c'est que quand tu arrivais dessus, donc ça a fonctionné en plus hors ligne, donc quand tu captes pas, et cetera, tu pouvais l'utiliser un peu comme une app. Et l'avantage, c'est que tu rentrais tes données, donc ton prix d'achat. Et après, c'était plutôt des curseurs. Donc au lieu de rentrer toutes les données, tu pouvais mettre les différents curseurs en fait de le taux d'intérêt de ton crédit, voilà les différentes choses importantes pour à la fin jauger ou pas de la rentabilité et ça te donnait des éléments, notamment si tu faisais du cash flow ou pas. Ce qui était très cool, c'est que ça permettait de bien te positionner en fait, à savoir où tu pouvais négocier et notamment sur le prix du bien auquel tu ne pouvais pas aller au-dessus, si tu ne pouvais pas te mettre en difficulté par rapport à toi, tes données d'apport, de taux d'intérêt, etc. Donc hyper cool et surtout mon tip, c'est d'avoir sous la main dans ton téléphone pour quand tu scrolles comme un fou sur Le Bon Coin ou d'autres sites de petites annonces, tu peux tout de suite faire tes vérifs en fait. Pareil quand tu es en visite, par rapport à un négo éventuel que tu arrives à avoir en plus sur tel ou tel truc, de remodifier un petit peu les critères et de voir tout de suite si ça rentre plutôt bien dans tes calculs. Dans les erreurs un peu fréquentes, forcément ne pas trop se fixer sur le prix Le Bon Coin. C'est toujours intéressant d'avoir un super prix de départ, mais ça peut cacher plein d'autres choses. Donc, tu as plein de trucs à checker. Il faut surtout ne pas oublier et surtout minimiser les coûts des travaux. Souvent, quand on débute, on a tendance à dire je vais faire tout seul, etc. Il faut savoir déjà que le matériel, ça coûte de plus en plus une blinde et que l'inflation court très très vite sur le matériel. Il y a des personnes notamment qui avaient investi pendant le Covid, où les prix du matos ont explosé et moi je suis ça de près. Je peux vous dire que d'année en année, en fait, ça n'a pas du tout baissé, ça a vraiment augmenté chaque année de façon très très importante et ça risque de continuer, donc attention à ça. Et plus parfois on se sent de faire des travaux, on y va, sauf qu'en fait ça prend du temps et le temps c'est de l'argent, donc on rate, on refait, on fait des déplacements, etc. pour peut-être même à un moment craquer et repasser par un artisan parce que c'est plus simple et donc les coûts ne sont pas du tout les mêmes. Attention à ça. Il ne faut pas non plus surestimer le loyer. Ne soyez pas trop gourmand, essayez d'être plutôt réaliste. On peut avoir cette tendance à surestimer le loyer parce qu'en fait, on veut vraiment investir. On galère parfois à trouver un bien et parce qu'on sait que c'est ce bien-là, on veut vraiment l'avoir. Donc, quelque part, on se persuade, on s'auto-persuade qu'on va pouvoir le louer un peu plus cher parce que c'est vraiment un bien de fou. Non, en fait, les potentiels locataires, on va avoir une lecture beaucoup plus neutre du marché, ils vont comparer beaucoup plus les biens. Si tu es mal placé, de toute manière, tu ne le loueras pas et tu créeras de la vacance locative sur ton bien. Donc attention à ça. Et puis, donc, faire attention à ne pas confondre la notion de rentabilité et de cash flow. Encore une fois, la rentabilité, pardon, on inclut cette notion de prix du bien, ce qu'on n'a pas dans le cash flow. C'est deux notions différentes, donc distingue les biens.
Finalement, pour résumer ce petit épisode dominical, on pourrait faire la méthode en 5 étapes pour qu'elle soit simple. C'est estime bien ton loyer dans un premier temps pour avoir tes revenus annuels de manière très neutre et très posée par rapport à la réalité. Et puis après, tu listes toutes tes charges le plus en détail possible. Et donc, bah ça, tu prends un bon vieux Excel, mais au moins, ou un bon vieux papier, mais au moins tu listes correctement le plus en détail possible et tu seras le plus près de la vérité. Après, ça te permet de calculer ta rentabilité brute dans un premier temps pour dégrossir, puis d'affiner avec ta rentabilité nette. Et puis, si tu veux vraiment te positionner en tant qu'investisseur, tu peux aller chercher ta notion en fait par rapport à ton apport de rentabilité net pour terminer avec le cash flow, où là, tu verras vraiment si ton projet te permet d'avoir un solde positif ou négatif dans la gestion courante. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, il était, je l'espère, rapide. C'était le but. On va faire aussi des petites capsules comme ça pour essayer de t'aider à avancer de manière très pragmatique dans tes investissements. Donc, comme je te l'ai dit, sûrement quelques épisodes sur l'IMO. On va en refaire quelques-uns sur la crypto. Ça prend du temps parce qu'il y a plein de sujets hyper intéressants à dire. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut commencer à avancer un peu plus en profondeur sur l'IMO. On peut aller tout doucement sur de la crypto, sur de la bourse. On s'ouvre à nos horizons et on apprend bien sûr ensemble. Merci à toi pour ta fidélité. N'oublie pas de me soutenir comme tu le souhaites et comme tu le peux en mettant un petit like et en t'abonnant sur YouTube, en commentant et en mettant une note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. C'est ce qui m'aide énormément à remonter dans les référencements et à faire connaître mon média. Donc merci à toi si tu prends 2 minutes pour le faire. Je te souhaite un très bon dimanche et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.